Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre édition régionale du soir. Ce soir, c'est le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, qui sera notre invité. Il viendra notamment répondre à l'exaspération exprimée aujourd'hui par des habitants de sa ville après l'incendie hier soir d'un squat de la rue Lamartine, incendie que ses habitants attribuent aux nuisances causées par la prostitution à Pointe-à-Pitre. Bonsoir, Monsieur Bangou. Bonsoir. Est-ce que vous comprenez cette origine établie, semble-t-il, par les habitants de ces quartiers? On n'a pas pour le moment les preuves matérielles que c'est bien de l'activité liée à la prostitution, mais à mon avis, c'est vraisemblable et je comprends parfaitement l'exaspération exprimée par les voisins, par les habitants. Donc, nous avons affaire sur la ville depuis quelque temps aux squats qui avant étaient des squats liés au petit trafic de drogue ou à des jeunes qui venaient se mettre dans des habitations qui étaient inoccupées. Et là maintenant, on a dans des espaces inoccupés ou inhabités ou dans des couloirs, dans des terrains vagues, on voit maintenant se développer une forme de prostitution qui est inadmissible et qui est responsable de nuisances. On vous retrouve dans un instant pour nous expliquer comment vous comptez combattre ce phénomène. Pour l'heure, place au titre de ce journal du 25 octobre. Premier dimanche d'ouverture de Carrefour d'Estréland. Une ouverture dans le calme et presque dans la discrétion. Victorin Lurel affiche son comité de soutien. La ministre des Outre-mer en est la présidente d'honneur. Edmond Biki remporte le rallye Karukera et conforte sa première place au championnat. Le journal, Jean-Luc Icard. Et l'actualité aujourd'hui, c'est la première ouverture du dimanche pour le Carrefour d'Estréland. Un dimanche d'ouverture appuyé sur la réforme introduite par la loi Macron. Pas de manifestation d'éventuels contestataires. Mais les premiers clients avaient pourtant l'air un peu coupables, comme vous le racontent Anne-Elisabeth Arsène et Patrick Curie. Sans tambour ni fracas à l'ouverture, l'hypermarché Carrefour d'Estréland ouvrait ses portes ce dimanche matin. Pourtant, certains clients semblaient gênés face à notre caméra, comme un sentiment de culpabilité de pouvoir bénéficier de cette nouvelle tranche horaire dominicale. Par rapport aux besoins, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les commerces fonctionnent le dimanche. Bon, c'est très capitaliste, mais enfin bon, bref, si le parking est plein, et si moi-même je suis là, c'est que ça répond à un besoin. Ceci étant, les conditions dans lesquelles c'est pratiqué, moi j'émets des réserves là-dessus. Je pense que c'est une très bonne idée. Bon, ça peut, comment dirais-je, employer d'autres personnels. Bien, bon, les gens qui n'ont pas le temps de faire les courses le samedi font leurs courses le dimanche tranquillement parce que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est tranquille, on pousse son chariot tranquillement et voilà, no stress quoi. Les caissières présentes se sont toutes portées volontaires, mais force est de constater que les salariés que nous avons interrogés pour notre reportage sont en statut précaire. Je suis contente de travailler dimanche. J'espère surtout qu'il y aura du monde pour ne pas que je m'ennuie. Mais personnellement, travailler dimanche ne me dérange pas, étant donné que je suis intérimaire. Bon, ce qui fait que je dois être disponible. Je n'ai pas été forcée, puis je savais déjà 3 jours à l'avance que je travaillais dimanche. Après, c'est une question d'organisation. J'ai choisi de travailler aujourd'hui puisque je suis en contrat étudiant. Et ça m'arrange en fait de travailler le dimanche. Cette ouverture se fait dans le cadre légal, puisque l'article L3132-13 du Code du travail ouvre une dérogation de droit au commerce à prédominance alimentaire pour l'ouverture le dimanche, jusqu'à 13h. C'est dans ce cadre que s'effectue cette ouverture. Nous emboîtons le pas d'une démarche qui est déjà réalisée par les supérettes, les supermarchés, les commerces. Pourquoi, vous me direz ? Eh bien parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une évolution des comportements sociaux et que l'ouverture du dimanche de la grande distribution permet de répondre à un besoin de clients qui souhaitent faire leurs courses le dimanche. Selon la direction de Carrefour, cette ouverture régulière ne pénaliserait pas les petits commerces. Pour nous, l'offre de la distribution est répartie entre plusieurs tailles de supermarchés ou de surfaces. Le commerce de proximité répond à un besoin. L'hypermarché répond à un autre besoin. Les deux sont complémentaires. On ne viendra pas de Saint-François
pour venir acheter une boîte de sardines ou une baguette à l'hypermarché d'Estréland. C'est vraiment deux offres qui sont différentes et c'est des offres qui sont complémentaires. Cette ouverture qui divise les Guadeloupéens risque encore de faire beaucoup parler d'elle. Politique maintenant avec la campagne des régionales. Victorin Lurel a présenté aujourd'hui son comité régional de soutien, comité dont la présidente d'honneur n'est autre que Georges Paul-Angevin, ministre des Outre-mer, qui a achevé hier sa visite officielle en Guadeloupe et qui donc dès aujourd'hui prenait sa casquette de militante du Parti socialiste. Le reportage de Muriel Barlagne. Elle est venue s'exprimer en tant que camarade, membre du Parti socialiste. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, soutient officiellement Victorin Lurel pour les régionales. Elle a accepté d'être la présidente d'honneur de son comité régional de soutien, Tout Moun Poutoto, installé ce matin dans un restaurant à Goyave. Il me semble que la Guadeloupe a vraiment besoin que les gens se prennent en main, se tiennent la main pour la faire décoller de ses problèmes. Et il me semble qu'aujourd'hui, la variété de tous ceux qui participent à ce comité de soutien montre bien qu'il y a des forces sociales, économiques ou d'opinion qui se sont manifestées très différentes, mais qui sont d'accord sur une chose, c'est de dire qu'on a besoin d'un président de région qui soit énergique, compétent, comme les Victorin Lurel. Donc je crois que c'est cela que ça, pour moi, représente, c'est d'essayer de montrer qu'au-delà de l'amitié que je peux avoir pour la personne, c'est vraiment en raison de sa compétence que je pense qu'il est le meilleur pour faire avancer la Guadeloupe. Des élus, mais aussi de nombreuses personnalités de la société civile issues de secteurs divers sont venus témoigner. Représentant le monde de la jeunesse, de l'éducation, celui de l'agriculture, des arts, ils ont rappelé les raisons de leur engagement, comme la sportive Muriel Urtis qui a fait spécialement le déplacement. On ne peut pas avoir de sportifs, de grands champions sans de bonnes infrastructures. Et on a pu voir la rénovation du CREPS et des différents complexes sportifs qui a été un point très fort pour la Guadeloupe. Des interventions qui ont touché le candidat tête de liste. C'est pas rien lorsqu'on est une femme ou un homme public de s'engager. C'est vrai qu'on peut faire la distinction sur l'engagement personnel et citoyen et distinguer les fonctions occupées dans la société civile. J'ai vu des chefs d'entreprise qui exercent des responsabilités à la tête de grandes associations professionnelles ou socio-professionnelles, mais qui ont accepté, disons, ne pas socialiste ou à gauche, mais on soutient le candidat Victorin Lurel. On sait qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire. Et donc je peux vous dire, ça me va droit au cœur. Après 11 ans aux commandes du conseil régional, Victorin Lurel pense avoir grandi et s'être assagi. Le candidat s'est dit serein pour les échéances à venir. Je vous le disais, un incendie a hier soir ravagé des maisons abandonnées et un dépôt de la rue Lamartine à Pointe-à-Pitre. Incendie qui n'est pas le premier dans cette partie de la ville où, comme tout le monde le sait, règne la prostitution. Les habitants aujourd'hui ont exprimé un ras-le-bol face aux nuisances générées par un phénomène, la prostitution, donc qui semble gagner de plus en plus de rues et de quartiers de Pointe-à-Pitre. Explication, Richard Scott Tamar. Rien. Il ne reste plus rien qu'un tas de fer carbonisé de ce dépôt situé à l'angle de l'impasse Brissot de Varville et de la rue Lamartine. Un incendie a emporté 3 maisons du quartier en plus du dépôt. Écoutez, nous avons été appelés un peu après 23 heures pour un début de feu d'habitation avec propagation aux habitations mitoyennes. À l'arrivée des secours, le feu s'était largement propagé avec 3 maisons concernées et puis un hangar. Mais du côté des habitants, c'est l'indignation. Les nombreuses maisons abandonnées des environs sont réputées squattées par des prostituées. Je suis résident du quartier, plus exactement c'est mes parents qui habitaient là. Donc c'est vraiment dommage, c'est la 5e maison qui brûle comme ça et les autorités ont été informées, les plaintes ont été déposées. On sait à peu près qui c'est qui faisait ça et rien n'a été fait. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. C'est déjà le 5e incendie qui a lieu dans le quartier. Pour le propriétaire du dépôt qui a été détruit, c'est l'incompréhension. Ça arrive souvent, je ne sais pas ça vient d'où, mais moi personnellement, je ne vais pas faire de commentaires dessus. Hein. On ne peut pas être gai après de telles catastrophes.
C'est vraiment malheureux à dire parce que c'est pas la première. La dernière fois, c'était le dégât des eaux. Et pour se faire rembourser par une assurance, je suis resté pendant 2 ans et demi jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont jamais dédommagé convenablement. Cet incendie soulève un vrai problème. La prostitution est devenue en quelques années monnaie courante dans les rues du centre-ville. Alors aujourd'hui, Jacques Bangou, tout le monde a les yeux fixés sur ce phénomène de la prostitution à Pointe-à-Pitre. Vous considérez que c'est la cause, ce sont ces activités nocturnes et clandestines dans ces rues, dans cette partie de Pointe-à-Pitre qui causent aujourd'hui le plus de tort aux habitants et à la ville? Non, je ne veux pas dire ça présenté comme vous le faites, non. Ce qu'il y a, c'est que l'incendie d'hier est parti d'une maison squattée et qu'on pense vraisemblablement que les principaux squatteurs sont ceux qui exercent justement de manière clandestine la prostitution dans des endroits. Il n'y a pas que celui-là. Tout autour, il y a un terrain à côté de la résidence qui est voisine, Gertrude des Corbins. Il y a un terrain vague sur lequel les uns les autres n'hésitent pas à venir amener un matelas la nuit et avoir des prestations, etc. 5 incendies, c'est le fruit du hasard ou... Non, il y a eu au fil des ans un certain nombre d'incendies dans le quartier parce que la ville de Pointe-à-Pitre est une ville faite de maisons en bois et que ces maisons, le bois donc vieillit et si ces maisons ne sont pas entretenues, elles sont effectivement à haut risque d'incendie. Et les incendies qui se sont produits auparavant ont tous été le fait de maisons qui étaient abandonnées par le propriétaire et qui ont été soit squattées, soit par... Alors que fait la ville que vous dirigez aujourd'hui contre les squats et donc pour lutter contre ce phénomène de maisons abandonnées? Non, il y a 2 problèmes et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le problème des maisons abandonnées qui est le plus important puisque on le voit bien sur la ville, il y a une politique de récupération des dents creuses pour mener des opérations de repeuplement. Nous avons plus de 200 appartements qui ont été construits dans le cadre de la rénovation urbaine et qui continuent de l'être, en particulier dans ce quartier-là. Et la résidence Gertrude des Corbins est justement l'une des réponses que nous avons données à ce phénomène de squat. Donc, il y a un travail qui continue. La question qui est posée aujourd'hui, c'est la question de la prostitution. Parce qu'autant sur les dents creuses, nous avons une politique qui me semble cohérente laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer. Autant nous avons sur les constructions, nous avons une politique qui est cohérente de récupération des dents creuses et de repeuplement. Autant sur la prostitution, nous nous sentons désarmés avec les armes légales qui sont les nôtres. J'y viendrai sur la prostitution, ne vous inquiétez pas. Quand vous dites la politique que nous menons pour remplir les dents creuses, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous faites jouer la procédure d'abandon manifeste qui consiste à ce que la ville puisse s'approprier ces maisons dites abandonnées, puisque vous parlez de maisons abandonnées? Non, mais c'est parce que vous connaissez mal la procédure je vous explique. La procédure d'abandon manifeste est une procédure qui existe, mais que nous avons appliquée, ce qui a permis effectivement de récupérer toute une série, d'acheter toute une série d'espaces qui permettent aujourd'hui, par exemple, dans toute la rue du Gommier, il y a 5 ou 6 constructions qui sont en cours et qui sont en cours parce que nous avons mis en place une procédure d'abandon manifeste. C'est une procédure qui est extrêmement longue, qui ne peut se faire que par petit volume parce que au bout de l'enquête qui est faite, il faut que vous ayez la capacité d'acheter l'ensemble des parcelles et que vous ayez derrière un plan d'investissement qui permettent d'occuper ces parcelles. Vous ne pouvez pas simplement les acheter pour les acheter. Par contre, le fait de construire sur ces dents creuses, de permettre d'avoir des opérations dans le cadre de la rénovation urbaine, nous a permis effectivement de multiplier les immeubles et de réduire de plus de 20 à 30% le pourcentage de dents creuses qui existent sur le centre-ville. Alors, on en vient à la prostitution maintenant. Qu'est-ce que la ville peut faire? Il faut un contrat particulier de sécurité avec la police nationale. Comment vous luttez contre ce phénomène? Non, je veux simplement faire partager les inquiétudes et qui sont les miennes. Nous avons, vis-à-vis de la prostitution, nous sommes relativement démunis sur le plan de l'encadrement juridique. La prostitution n'est pas
être prostituée n'est pas un délit, donc nous ne pouvons pas nous en prendre aux prostituées. Ce qui est un délit, c'est le racolage et le proxénétisme. Et justement, nous faisons une campagne, nous faisons une recherche de tous ceux qui permettent de manière tout à fait connue et sciemment, qui permettent justement de louer une partie de leurs biens pour des activités dont on sait qu'elles sont des activités de prostitution. Donc nous menons des enquêtes avec la police municipale et nous essayons avec le procureur et avec la police nationale de mener des actions qui soient... Bientôt on entendra des propriétaires de logements poursuivis. Je souhaiterais, parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont pignon sur rue, qui se disent tout à fait au-dessus de tout soupçon et qui disent louer sans savoir des studios. Lorsqu'on loue un studio, 1 000 €, une petite chambrée, 1 000 € dans le centre-ville, et lorsqu'on sait qui y habite, on peut se demander si on n'est pas quelque part être assimilé à une activité de proxénétisme. Et puis au-delà, il y a quand même la question d'hygiène, lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles se produit la prostitution sur notre pays, parce qu'il n'y a pas que sur Pointe-à-Pitre. On voit des situations qui ne sont pas tolérables, parce que la prostitution, elle existe, parce qu'il y a une demande. On a le sentiment que ce phénomène gagne de plus en plus de rues. Alors évidemment, tous les Guadeloupéens qui ont un certain âge ont connu le quartier Carénage, réputé pour ça. On a le sentiment que ça gagne même le centre-ville, le cœur même de Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Tout à fait, parce que nous sommes en train d'apporter des solutions, nous sommes en train de faire reculer et faire disparaître progressivement la prostitution des rues Raspail, Chemin Neuf, qui était le lieu où il y avait le cœur de la prostitution. Et on voit que plus nous avançons, plus nous, dans le cas de la RHI, nous récupérons des dents creuses, plus nous construisons, plus nous voyons des déplacements. Et justement, la mesure, c'est pour ça que j'en appelle vraiment à mes compatriotes, la mesure pour endiguer ce déplacement de la prostitution dans d'autres quartiers, c'est vraiment d'être très vigilant sur les locations et d'espaces qui permettent à cette prostitution de se faire. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas parce que c'est difficile que nous allons baisser les bras et dès demain, nous repartons à l'assaut des autorités de façon à ce que nous ayons des réponses qui soient concertées, tant avec la police, la gendarmerie, mais également avec la justice et avec la préfecture. Je vous remercie sur ce sujet. Je ne saurais vous laisser partir, Jacques Bangou, sans évoquer la campagne électorale des régionales. On vous verra dans la campagne aux côtés de Victorin Lurel, dont vous présidez le comité de soutien de Pointe-à-Pitre. Tout à fait, bien sûr. Je ne suis pas forcément à tous les meetings qu'il y a autour de Victorin Lurel parce qu'il nous faut assurer le travail de proximité sur Pointe-à-Pitre et je pense que c'est mon premier devoir. Mais ma position est très claire sur les raisons qui font que nous sommes en accord, mon parti, le PPDG, en accord avec le PS et nous sommes unis dans ce combat et je soutiendrai, bien entendu, Victorin Lurel. Et le PS et le PC n'ont aucune anicroche depuis que M. Giscard a décidé de se présenter aux élections départementales, sans Mme Mélis cette fois? Le PC, je ne sais pas. En ce qui concerne le PPDG... Le PPDG, pardon. Vous avez bien compris ma question. Oui, mais il m'appartient de rectifier votre lapsus. Non, nous travaillons de concert pour faire en sorte que nous gagnions l'élection. Socialiste cette fois. Si, ce sera un binôme probablement socialiste, mais je ne peux pas le dévoiler maintenant parce qu'il est en cours de discussion, mais nous continuerons de faire un front uni. Merci Jacques Bangou, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait autre chose et on va encore parler de Pointe-à-Pitre. Dans le cadre du mois d'octobre contre le cancer, une marche était organisée aujourd'hui dans les rues de la ville par l'association Winé Winé. Une association qui a intitulé cette marche le Challenge Mylène du nom d'une de ses membres atteinte par le cancer et qui veut démontrer au monde qu'il y a une vie après le cancer. Le reportage de Richard Scott Tamar. 11 km de jogging dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'est l'initiative créée par Mylène Vildina, atteinte d'un cancer,
aujourd'hui en rémission. Dans le cadre d'Octobre Rose, cette femme qui a trouvé dans le sport une thérapie a décidé aujourd'hui de partager sa passion pour la marche avec tout le monde. Bonjour, j'ai eu cette idée-là parce que, bon, comme je dis, il y a le cancer, mais aussi après cancer. Ça veut dire que les gens qui sont en rémission, on ne les voit pas beaucoup. Et les gens qui ont le cancer, on disent que peut-être qu'ils vont mourir. Mais nous, on est là pour démontrer qu'après le cancer, il y a une vie et une belle. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai fait cette marche avec mon association Winnie Winnie. J'ai donné cette idée et ils m'ont dit oui tout de suite. Le parcours choisi, une grande boucle autour de Pointe-à-Pitre, débute sur le parvis de la mairie, en passant par le hall Paul Chonchon, puis direction Lorissisque, pour ensuite traverser l'avenue Jean Jaurès jusqu'à atteindre la Darse. Ensuite, une petite pause prévue au rond-point de Blanchard et le parcours reprend. Fin de la course, retour à la mairie de Pointe-à-Pitre. En tant que mairie, une telle démarche de santé publique nous paraît salutaire, d'autant plus que c'est un problème que nous connaissons et Mme Linda, que je connais particulièrement, m'a beaucoup incité à pouvoir l'accompagner dans cette affaire-là et c'est tout à fait normal. C'est dans notre mission, c'est dans notre rôle, sachant que le sport fait partie des éléments essentiels pour la santé. Nous sommes de tout cœur avec elle et on voit le résultat aujourd'hui. Elle a su rassembler à ses côtés beaucoup de personnes et c'est tout à fait avec honneur que nous pouvons la saluer, cette initiative-là. C'est dans la bonne humeur que la marche a eu lieu, accompagnée au son du groupe Akio. Voilà, et c'est l'heure maintenant de notre tour d'horizon traditionnel de l'actualité chez nos voisins de la Caraïbe, en commençant ce soir par les élections qui se sont déroulées aujourd'hui en Haïti. Haïti, où 5 800 000 électeurs désignent leurs députés, maires, sénateurs et présidents de la République. Le CARICOM a dépêché une mission d'observation électorale composée de 11 membres pour fournir un appui administratif et logistique aux élections en cours. Cette mission vient s'ajouter à celle de la police nationale haïtienne qui a déployé sur l'ensemble du pays plus de 10 000 agents, 150 véhicules 4x4 et 882 motos en plus des 2000 agents de la MINUSTA déjà présents. Tout ce dispositif vise à éviter le renouvellement des échauffourées des élections du 9 août dernier, où 167 centres de vote ont été perturbés par des cas de violence. Ces incidents ont occasionné la fermeture complète de 178 centres de vote et la fermeture temporaire de 23 autres. Ces perturbations avaient empêché à plus de 730 000 électeurs de voter. Argentine, élection toujours, où ce sont 32 millions d'Argentins qui sont appelés à élire leur prochain président après 12 ans de gouvernance de Nestor et Cristina Kirchner. Daniel Scioli, soutenu par la présidente sortante et sa coalition de gauche, le Front pour la victoire, est le grand favori. Cet ancien pilote de offshore amputé du bras droit après un accident en course devance d'environ 10 points selon les derniers sondages son concurrent le plus dangereux, Mauricio Macri, maire de Buenos Aires depuis 2007. Si aucun candidat ne s'impose à l'issue du premier tour, un second tour sera convoqué le 22 novembre, ce qui serait une première dans l'histoire du pays sud-américain. Mexique, l'ouragan Patricia a touché la côte pacifique du Mexique en baissant d'intensité. 50 000 habitants ont été évacués et 15 000 touristes déplacés dans les 1782 refuges habilités à accueillir 258 000 personnes. Le phénomène El Niño et l'impact du réchauffement climatique sont pointés du doigt par un rapport de l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis publié en septembre. Ce dernier fait état d'une intensification du nombre des ouragans de catégorie 4 et 5, alors que la saison des cyclones tropicaux ne devrait s'achever qu'en novembre. L'ouragan a été rétrogradé en tempête tropicale et il devrait continuer à perdre en puissance à mesure que la tempête s'engouffre à l'intérieur du Mexique, où les dégâts ont été moins importants que prévu, en dépit de fortes pluies sur le nord-ouest du pays. Et nous restons d'une certaine manière plutôt très bien dans la Caraïbe avec cette opération, cette liaison Dominique-Guadeloupe en pirogue amérindienne, pirogues telles qu'elles étaient conçues et fabriquées par les premiers habitants de notre région. Ça s'appelle la Canawa. Et l'association qui porte le même nom veut ainsi réhabiliter le patrimoine culturel maritime de la Caraïbe et engager une démarche d'unité entre nos pays. Aujourd'hui, la Canawa, partie de Portsmouth de la Dominique, est arrivée à Sainte-Anne en Guadeloupe. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et Patrick Curie.
Partie de la Dominique où elle a été fabriquée le 11 octobre dernier, la Kanawa Kaboulika 2 a rejoint les côtes saint-anaises avec 1h30 d'avance sur l'horaire annoncé, grâce notamment à de très bonnes conditions de navigation. Excellent. Excellent. On a été plus vite que prévu. On a même dû ralentir un petit peu pour ne pas arriver trop en avance. Il n'y avait pas de vent, la mer était calme, le courant était très bon pour nous et la navigation était vraiment exceptionnelle. L'objectif de l'association Kanawa est de développer les pratiques sportives et culturelles en se dotant de plusieurs équipages, d'où la création d'une deuxième embarcation. Donc nous avions déjà une première Kanawa, Yomoliku, et nous avons construit une deuxième Kanawa à la Dominique, Kubulika, donc du mois d'avril au mois de juillet. Et à partir du mois d'octobre, nous avons été la chercher pour qu'elle puisse rentrer. La rentrée de Kubulika 2 a été mise sous cet angle-là. Il y en a l'autre, la proximité, il y en a l'autre, la solidarité. Véritable lien culturel entre les deux îles, l'association Kanawa a développé un véritable réseau de solidarité pour une collecte de dons destinée aux Dominicains. L'occasion pour le maire de Portsmouth de voir l'embarcation à l'œuvre et de remercier les Guadeloupéens. C'est un bon plaisir pour nous voir finissement voyage Kanawa en Sainte-Anne, en Guadeloupe aujourd'hui. Ça nous voit après Erika, c'est en l'eau assistance. Ça nous m'aide, en l'eau assistance pour tout le monde en Guadeloupe. On voulait voir point opportunité là aujourd'hui pour dire au monde de Guadeloupe on l'eau merci. Première embarcation traditionnelle amérindienne de toute la Caraïbe, avec 3000 ans d'histoire, la Kanawa est l'embarcation patrimoniale par excellence. L'objectif de l'association du même nom, en collaboration avec l'AFOL GSA, qui compte désormais 30 ans d'activité, est d'éduquer par l'eau et de lier de ce fait le moderne à l'ancien, afin que la jeunesse ait également connaissance de son patrimoine. Un mot de football maintenant pour vous rappeler, si vous ne le savez déjà, que l'Étoile de Morne-à-l'Eau s'est qualifiée pour le 7e tour de la Coupe de France en battant hier soir aux Abîmes en finale régionale l'USBM par 2-1 à l'issue des prolongations. L'Étoile affrontera au 7e tour un club métropolitain et cette rencontre sera disputée en Guadeloupe, à l'inverse du CSM qui lui devra se déplacer dans l'Hexagone. L'événement sportif de ce week-end, c'était bien sûr le rallye Karukera, l'une des grandes épreuves du championnat de la Guadeloupe. Et cette épreuve a en quelque sorte sacré Edmond Biki, déjà leader du championnat, et qui conforte ainsi sa place de leader. Reportage Éric Pommier. Les traits des visages sont tirés, mais l'équipage Biki Saint-André a mission accomplie en remportant la 26e édition du rallye Karukera. 4 spéciales au programme à la file du dimanche matin et non des moindres. Un seul objectif pour le duo de la 306, augmenter le rythme sans commettre l'irréparable. Derrière, en effet, la Mitsubishi des Frères Nègres colle à la calandre et met la pression. Qu'importe, Biki et Saint-André n'ont pas craqué. On va dire très sport, hein, parce que là, ce week-end, comme je dis, c'était un petit rallye de sprint. On n'avait pas droit à l'erreur parce que les secondes étaient très rapprochées. Et jusqu'à Jarry, c'était très serré quand même. Il fallait être prudent, pas trop de risques et de grappiller quelques petites secondes pour être à l'arrivée et remporter ce rallye. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et voilà, ça a réussi et on est devant. On savait pertinemment que sur 8 spéciales, des petites spéciales, Stéphane allait nous mener la vie dure. De surcroît, on fait une petite erreur à la deuxième d'hier, ce qui fait que Stéphane passe devant nous et depuis il n'a pas cessé de cravacher, donc on s'est vraiment craché dans les mains pour déjà le rattraper hier soir, mais vraiment faire en sorte qu'il ne nous passe pas aujourd'hui parce que la spéciale de Chazot était vraiment taillée pour lui, en plus il la connaît bien. Donc nous on s'est vraiment craché dans les mains avec Edmond et on finit à quelques secondes d'avance, mais c'est un rallye durement bataillé. Biki remporte le rallye, Stéphane Nègre ne démérite pas en s'octroyant la 2e place. Surprise, une Clio du groupe N pointe son nez pour compléter le podium. La régularité mélangée à l'intelligence de course du duo du Guad Racing Team a payé. Nicolas Loubert est l'auteur d'une course parfaite.
très bonne auto, bien réglée, la mécanique aussi est très très fiable. Et après, bon, je fais corps avec la voiture, comme on dit, donc ça va tout seul. À l'issue des 2 premières étapes du dimanche, Loïc Desrussi, le Guadeloupéen, accusait un léger retard en lutte contre Horosman de la Martinique pour le compte du R2. J'ai besoin de faire le groupe R. La Tine Twingo, venant de la Martinique, elle est en train de nous mettre. Là, c'est pas bon, il faut se remettre un peu en question. Sursaut d'orgueil, Loïc s'en sort avec une remontée fantastique. Karim doit abdiquer, mais reste bon joueur. Drôle de Karukera finalement, seulement 44 km de spécial, mais éprouvante aussi bien pour les hommes que pour les machines. Seulement 20 jours désormais pour réparer le psychique et la mécanique. Est déjà programmé le Sud-Basse-Terre pour un show final. Biki devra confirmer. Avant de nous quitter, la météo, comme d'habitude, je vous rappelle que nous sommes placés en vigilance jaune depuis hier et il faut s'attendre à des averses orageuses cette nuit et demain. Comme vous le voyez sur cette carte, eh bien, ces zones pluvieuses sont surtout celles qui concernent les extrémités de notre archipel ou le littoral plus exactement, mais également la zone des Grands Fonds. Voilà qui met un terme à cette édition. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de TF1, suivi des traditionnels pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Ce soir, le magazine Zone Interdite avec les mariages mixtes. Et puis, un magazine qui sera suivi d'une rediffusion de notre rendez-vous hebdomadaire Télescopie. Je vous dis à très bientôt. Cette semaine, vous retrouvez Aurélie Ronze pour votre actualité régionale.